Depuis 3 ans, chaque semaine, Jennifer se rend au cimetière de Calais pour se recueillir sur la tombe de sa sœur Laetitia, une mère de famille décédée à l'âge de 38 ans. Tu me manques. Et t'inquiète pas, je prends soin de tes filles. Jennifer ne parvient toujours pas à faire son deuil. Il faut dire que sa sœur Laetitia a été victime d'un crime atroce et forcément profondément injuste. Ma sœur, on lui a enlevé la vie, mais de façon horrible, quoi. Mais on peut même pas ça à un animal, quoi. Je pense à mes petites nièces qui ont plus de maman. Elles ont 10 et 12 ans, elles ont encore besoin de leur maman et... Non, c'est pas juste, c'est pas juste. Elle méritait pas ce qu'elle a subi, quoi. C'est une affaire bouleversante que nous allons vous raconter ce soir. D'autant que la mère de famille n'a pas été tuée par n'importe qui. J'ai jamais imaginé me retrouver face à une telle horreur. On dépasse l'entendement. On l'a tuée et on l'a découpée. Jamais, nous, on aurait pu imaginer des choses pareilles. C'est le truc de fou. C'est le truc de fou. Il est très intelligent, il est très fort. Tout le monde a été manipulé, mais tout le monde. Il salit ma sœur, quoi. Rien n'était vrai. C'est le diable en personne, et encore. Tout commence par une disparition. Nous sommes le jeudi 4 septembre 2014 à Ramonchamp, un petit village paisible dans les Vosges à 50 km d'Épinal. Comme à son habitude, Christian rend visite à son voisin et ami, Daniel, qui n'est autre que le compagnon de Laetitia. Seulement ce matin-là, l'homme n'est pas dans son état normal. Il m'invite donc à rentrer dans la maison. J'ai devant moi une personne qui est nerveuse, qui cause énormément. C'est un homme qui est abattu, c'est un homme qui pleure. Mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il me dit tout simplement que Laetitia a disparu. Daniel explique que la veille, il s'est couché avant sa femme, puis s'est endormi presque tout de suite. Mais au beau milieu de la nuit, il aurait été réveillé par un bruit suspect. Daniel me dit effectivement qu'une voiture est passée. Une voiture qui se sera arrêtée devant la maison. Il a entendu une portière. Cette voiture aurait démarré apparemment assez violemment. Sur le coup, Daniel n'y a pas prêté attention et s'est tranquillement rendormi. Mais à son réveil, il a eu une très mauvaise surprise. La voiture de Madame de Lecluse se trouve stationnée dans le garage, mais par contre, Laetitia a disparu. Laetitia n'est pas là. Et ce n'est pas tout. Les affaires de la mère de famille sont introuvables. Il manque la brosse à dents, une brosse à cheveux, le déodorant, son téléphone avec sa carte bancaire. Pour le père de famille, le rapprochement est vite fait. Dans la nuit, sa compagne a tout simplement quitté le domicile conjugal. Daniel est persuadé que quelqu'un d'autre est venu pour chercher Laetitia. Qu'elle est partie en pleine nuit, qu'elle a abandonné les enfants. Elle a pris ses affaires, elle est partie. Je suis surpris. Il me faisait de la peine de le voir dans cet état-là. Il était littéralement effondré. Il faut dire qu'au commencement de leur histoire, entre ces deux-là, tout avait des allures de conte de fées. C'est en 2003 que Daniel Rudenko, 33 ans, rencontre Laetitia de Lecluse. Une jolie jeune femme originaire du Nord, de 4 ans, sa cadette. Laetitia, c'était quelqu'un de très simple, naturel, sans maquillage, sans artifice. Elle était très belle, avec des très beaux yeux bleus. Laetitia,
Quand Daniel me l'a présenté, c'est une belle fille. Hein. C'est une jeune femme rayonnante, heureuse de vivre, aimante. De son côté, Laetitia tombe sous le charme de cet homme rassurant, à la carrure impressionnante. Alors Daniel Rudenko, il est très grand, c'est quelqu'un qui passe pas inaperçu. C'est un bel homme, donc il fait forte impression. 1m90, plus de 100 kg à l'époque. Elle tombe amoureuse de lui. Je pense que c'est réciproque d'ailleurs. On voyait que Daniel tenait à Laetitia, c'était un couple nouveau. Ils se faisaient des bisous, ils se tenaient la main, enfin tout quoi. Ils étaient bien ensemble. Laetitia voulait se poser, avoir des enfants, voilà, de construire quelque chose avec lui. Et c'est rapidement chose faite. Quelques mois après leur rencontre, le couple emménage dans cette grande maison bleu ciel. En 2005, naît leur première fille, puis une seconde 2 ans plus tard. On a vu arriver le couple, Daniel et Laetitia, en 2005. C'est vrai que c'est un couple agréable. Ils sont heureux de vivre, ils ont les deux un emploi. Daniel travaille dans le bâtiment. Laetitia, elle, est une auxiliaire de vie unanimement appréciée. Elle travaillait pour les personnes âgées. Laetitia, c'est toujours quelqu'un qui apporte la joie aux autres personnes, en fait. C'est pour ça qu'elle a choisi d'aider les personnes en difficulté, les personnes handicapées. Pour moi, c'était une sœur modèle. A priori, tout allait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais alors pourquoi la mère de famille sans histoire serait-elle partie de but en blanc au beau milieu de la nuit? Tout le monde s'interroge. Tout le monde, ou presque. Car pour la sœur et le frère de Laetitia, ce départ précipité n'est pas crédible. Daniel dit ta sœur, elle n'est pas rentrée de la nuit. J'ai entendu un bruit de voiture. Pour lui, elle l'avait quitté. Nous, on s'est dit c'est pas possible, quoi. Non. Il dit oui, bah, elle a pris ses affaires, elle est partie. Il raccroche, j'étais abasourdi, quoi. Le coup de massue. Sceptique, la sœur et le frère de Laetitia demandent le jour même de sa disparition à être entendus par les gendarmes. Ils en sont persuadés. Il est arrivé quelque chose de grave à leur sœur. Et son compagnon Daniel Rudenko n'y serait pas étranger. J'ai dit, t'as touché à ma sœur, c'est une certitude. Je suis sûr et certain qu'il est pour quelque chose, quoi. Pour moi, la seule personne qui pouvait lui faire du mal, c'était Daniel Rudenko. En réalité, les proches racontent que ces derniers temps, Laetitia avait changé. C'était plus la Laetitia qui avait le sourire jusque-là. Je la trouvais triste. Elle se laissait aller, elle se négligeait. Derrière la famille, qui nage en plein bonheur, se cacherait en réalité un couple au bord du gouffre. Elle m'avait appelé, elle était en pleurs. La dernière fois que j'ai entendu ma sœur pleurer, je crois qu'elle devait avoir 5 ans et demi, 6 ans. Donc là, je lui ai dit, mais il y a un problème, pourquoi tu pleures? Et elle m'a expliqué qu'en fait, il y avait un gros problème au niveau dans leur couple. Laetitia, depuis plusieurs jours, se plaignait de l'ambiance au domicile conjugal qui était devenue très pesante pour elle. Laetitia raconte à ses proches que depuis 2 ans, elle n'arrive plus à assumer seule les dépenses de toute la famille. Rudenko, il a une entreprise qui ne fonctionne pas bien, donc il dépense beaucoup d'argent, il en gagne peu. Ça va pas, il travaille pas, c'est dur ce mois-ci. Daniel Rudenko était un peu profiteur, un peu radin. Elle faisait les courses, l'eau, l'électricité. C'était ma sœur qui payait tout et lui, peinard, tranquille. La mère de famille en a assez. Elle envisage même de se séparer de son compagnon. Elle m'a appelé pour me dire qu'en fait, comment ça se passait un divorce. Elle m'a expliqué qu'elle comptait partir du domicile. Le couple se déchire en permanence. La situation est tellement tendue qu'elle en devient insupportable. D'autant que Daniel Rudenko fait vivre un véritable enfer à sa compagne. Ils dorment chacun dans une chambre séparée.
C'est la guerre 14-18, c'est les tranchées. C'est-à-dire que Laetitia vit complètement recluse dans son coin. Elle dormait avec son sac à main, elle cachait ses papiers. Elle n'avait pas accès à la boîte aux lettres, il lui avait pris les clés. La famille nous dit que sur l'ordinateur, il y a un code. Il n'y a que lui qui a accès à l'ordinateur. Il avait cassé le Nieman de la voiture pour pas qu'elle aille au boulot. Elle s'est dit, c'est pas grave, c'est pas loin, je vais prendre le vélo. Le vélo, les deux pneus sont crevés. C'est du harcèlement. Laetitia prend rendez-vous avec un avocat parce qu'elle envisage une séparation. Rudenko découvre ce rendez-vous en l'espionnant. Et il va arriver le jour du rendez-vous et il est déjà dans la salle d'attente quand elle arrive. Donc évidemment, là, elle est complètement figée. Ma sœur, elle se sentait suivie, traquée. Désormais, Laetitia a peur que ses jours soient en danger. Elle a même été dire « C'est bizarre, je trouve, il est trop calme en ce moment. Il me prépare un sale coup, ça va être du lourd. » Le sentiment qui prédomine, c'est qu'il suffit d'un rien pour que quelque chose de grave puisse se passer dans le couple. Au vu des témoignages, le départ précipité de Laetitia semble s'expliquer. Seulement voilà, pour les gendarmes, quelque chose cloche. Jamais la mère de famille ne serait partie sans ses filles. Elle avait fait toutes les démarches pour avoir la garde de ses enfants. C'est clair que dans sa tête, elle part pas sans les enfants. Là, il y a anguille sous roche, quoi. C'est pas possible. Pour moi, il l'a mis dans une pièce, il l'a enfermée. Il la séquestre, il fait quelque chose. Elle est prisonnière quelque part. Les gendarmes prennent les craintes du frère et de la sœur très au sérieux. D'autant que depuis son départ présumé, plus personne n'a de nouvelles de la mère de famille. J'ai pas arrêté d'appeler ma sœur sur son portable, ça répondait pas. Ma petite sœur Jennifer, c'est pareil, elle a fait qu'appeler. On part tout de suite sur une disparition inquiétante. Pour nous, il y a quelque chose qui cloche. Alors, Daniel Rudenko aurait-il quelque chose à se reprocher? L'hypothèse paraît crédible. Mais la suite de l'enquête va jeter le trouble sur cette affaire. L'après-midi du 4 septembre 2014, c'est sans hésiter que les gendarmes décident d'aller voir ce qu'il se passe au domicile du couple. Et d'emblée, le compagnon de Laetitia clame son innocence et n'oppose aucune résistance à leur visite. Il ne manifeste pas une attitude particulière, il ne semble pas inquiet. Monsieur Rudenko n'est pas responsable de la disparition de Madame de Lecluse. Lors de ces investigations, les enquêteurs visitent la maison, de la cave au grenier. On se rend avec monsieur Rudenko dans toutes les pièces. Dans la salle de bain, il nous remontre les affaires de Madame de Lecluse qui ont disparu. Il n'y a pas de désordre apparent, non. Pour nous, Madame de Lecluse n'est pas dans la maison. Rien à signaler donc. Et les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. Car celui qui jusque-là passait pour un bourreau va se présenter comme une victime. Interrogé, le compagnon de Laetitia va raconter une toute autre histoire et se montrer très critique à l'égard de sa compagne. Il reconnaît effectivement que le climat était tendu à la maison et qu'ils sont en instance de séparation. Daniel adore ses filles. Il les adore, il s'occupe d'elles, c'est un papa poule, il veut tout faire pour elles. Toujours selon Daniel Rudenko, il s'avère que Laetitia n'est pas une bonne mère. Elle n'a pas la fibre maternelle, elle ne sait pas s'occuper de ses enfants, elle perd patience très vite. Monsieur Rudenko présente Madame de Lecluse comme une mère maltraitante envers les enfants. Et voici ce que déclare le compagnon de Laetitia. Laetitia ne supporte pas la présence de nos enfants. Il y a eu déjà des faits de violence en 2011, commis par ma compagne sur nos deux filles. Laetitia mettait des baffes à nos filles.
Des coups de martinet, les attrapaient par les cheveux. Ma fille avait des bleus sur le corps. Et il raconte qu'un jour, elle a traîné une de ses filles par les cheveux, qu'elle l'a frappée, qu'elle l'a humiliée. Face au comportement de sa femme, le papa poule raconte qu'il aurait même sacrifié sa carrière professionnelle. Il travaillait pour une grosse boîte de BTP, il était souvent en déplacement, il gagnait très bien sa vie. Il va être obligé de quitter son boulot pour prendre un travail qui l'intéresse moins et qui le paye moins, mais pour s'occuper de ses enfants. Mais malgré tous ses efforts, Daniel raconte aux gendarmes que durant les grandes vacances de l'été 2014, la situation se serait sérieusement aggravée. Et chose incroyable, sa compagne aurait même tenté d'éliminer ses filles. Daniel explique aux gendarmes que lorsqu'il rentre ce jour-là, ses 2 filles sont à la limite du coma, elles titubent, elles ont l'air totalement ahuries. Il constate un peu de somnolence. Les filles ne sont pas dans leur état normal. Donc il demande à l'une qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui t'arrive, et cet enfant lui répond on a bu une boisson pétillante qui avait mauvais goût. Aussitôt, le père de famille décide d'amener ses filles à l'hôpital le plus proche. Les enfants sont analysés par un médecin, on fait des prises de sang, des prélèvements d'urine. Et on retrouve dans les urines de la plus jeune des traces de benzodiazépine, c'est-à-dire qu'elle a absorbé des somnifères. Daniel est persuadé que Laetitia a empoisonné les enfants. Le père de famille raconte que suite à cette terrible découverte, il a dû se résoudre à porter plainte contre sa femme. Et c'est justement pour cela que Laetitia aurait décidé de se sauver du domicile. Pour M. Rudenko, Mme Delecluse ne veut pas faire face à la tentative d'empoisonnement dont elle s'est rendue coupable. Et c'est pour cette raison qu'elle est partie. Les révélations de Daniel laissent les enquêteurs pantois. L'accusation de M. Rudenko est très grave. On parle d'empoisonnement, on parle de Mme Delecluse qui aurait pu attenter à la vie des enfants. Seulement, le compagnon de Laetitia n'a semble-t-il pas menti. Il a même toutes les preuves de ce qu'il avance. Aussi fou que cela puisse paraître, depuis que Laetitia a disparu, Daniel aurait reçu des messages de sa femme. Il va présenter aux gendarmes des SMS qu'il a reçus de Laetitia et il y a également ses réponses. Et voici des extraits de ces conversations. Je rentre, je prends quelques affaires et on vient me chercher. Débrouille-toi avec les gamines. Tu délires là ou quoi? Tu te rends compte de ce que tu as fait? Aller jusqu'à droguer les filles? Oui, je sais. Je suis allée trop loin. Pardonne-moi. Au travers de ces SMS, on se rend compte qu'effectivement, Mme Delecluse s'accuse d'avoir tenté d'empoisonner les enfants. Et les petites, tu y as pensé? Je n'ai pas envie d'aller en prison. Je suis désolée. Dis-leur que je les aime très fort, malgré tout ce que je leur ai fait. Elle ne peut plus vivre avec ce poids. Le message qu'elle a laissé, ça laisse penser qu'elle ne supporte pas ce qu'elle a fait aux enfants et qu'elle est partie. Il y a tout dedans, hein. Je veux pas aller en prison, j'ai menti, en gros j'ai empoisonné mes enfants, j'ai fait du mal à mes enfants, je te fais confiance, garde-les, occupe-t'en, je pars avec quelqu'un. Tout ce qu'il a raconté jusqu'à présent, depuis le 4 septembre, est consigné sur 3 textos. Et puis surtout, Daniel va présenter aux enquêteurs le certificat médical qui prouve que ses filles ont bien été droguées. Le voici. La recherche toxique urinaire retrouve des benzodiazépines.
Suspicion de maltraitance, signalement à la justice fait. Il nous montre un certificat médical qui nous indiquait bien qu'il y avait bien eu un empoisonnement. Pour les gendarmes, tout semble confirmer l'incroyable scénario livré par Daniel Rudenko, le compagnon de Laetitia. Un certificat médical démontre des traces de médicaments dans les urines d'une des enfants. Madame de Lecluse s'est dénoncée. Elle lui a même dit par SMS que c'était elle qui l'avait fait. Seulement, les explications que Daniel a données aux enquêteurs sont loin de satisfaire tout le monde et vont même faire bondir les proches de Laetitia. Ma sœur, elle est incapable de faire du mal à ses filles, surtout de les empoisonner. Il faut y aller pour faire ça. Il raconte n'importe quoi. C'est pas possible, c'est pas vrai, quoi. On n'y croit pas, quoi. Tous s'accordent sur un point. Laetitia n'avait rien d'une mère indigne. Allez, c'est une maman poule, elle va lire les histoires avec ses filles. S'il y a un peu de chahut, il y a des disputes, il y a des punitions. Comme dans toute famille, quoi. Mais Laetitia a toujours été une maman formidable. Les câlins, les attentions, elle joue avec. C'est des moments magiques pour elle. Aucun témoin entendu ne dit avoir constaté de violence de la part de Madame de Lecluse. Et puis, la famille s'interroge. Pourquoi Daniel serait-il le seul à avoir reçu des nouvelles de sa femme? Comment ça se fait qu'elle l'appelle lui et que nous, notre famille, on ne nous appelle pas, quoi? Alors, où est passée Laetitia de Lecluse? Pour l'instant, c'est un véritable casse-tête. L'enquête piétine et l'inquiétude grandit. D'autant qu'une semaine plus tard, toujours pas le moindre signe de vie de la mère de famille. J'essaye de rappeler Laetitia assez régulièrement, toujours pas de nouvelles. Les jours passent, les jours passent, les jours passent. Je me suis dit, il faut aller la chercher, il faut faire quelque chose, en fait. Les proches de Laetitia décident de prendre les choses en main et alertent les médias. Qu'est-il advenu de Laetitia de Lecluse, disparue depuis 10 jours dans les Vosges? Les proches de cette femme de 38 ans ont décidé d'organiser une battue pour tenter de la retrouver. On va chercher Laetitia dans les alentours de Ramonchamp, dans la forêt. Tout le monde se mobilise, hein, vous savez. Vous avez une femme comme ça qui disparaît, une jeune femme, mère de famille, voilà, c'est grave. Tout le monde, sauf un. Daniel Rudenko ne participe pas à ces recherches. Non, il ne la cherche pas du tout. Il fait comme si de rien n'était. Il a dit, de toute façon, j'ai pas que ça à faire, moi, j'emmène mes filles au restaurant. Ah, la vie continue, tout va bien. Sa compagne est partie, par conséquent, voilà, bah, il assume sa responsabilité de père. Pendant la disparition, non, il allait de mieux en mieux. Il reprenait du poil de la bête, comme on dit. Rien n'y fait. Après 2 semaines de recherche, la mère de famille est toujours introuvable. On a fouillé tous les alentours, donc tous les collines. Je suis allé sur Épinal, j'ai fait tous les petites rues, enfin j'ai été un peu partout, quoi. Dépité, Tony, le grand frère de Laetitia, va alors tenter un coup de poker en provoquant son beau-frère devant les caméras de télévision. Ce que j'espère, c'est de retrouver ma sœur en premier. Après, il y aura des poursuites à l'encontre de son compagnon. Oui, moi je l'ai accusé direct. Je l'ai accusé direct et lui dit non, c'est pas moi, il a toujours nié. Et voici en réponse ce que Daniel Rudenko déclare aux journalistes qui l'interrogent. Je n'ai absolument rien à cacher. La maison a été fouillée de fond en comble avec la gendarmerie, avec la brigade criminelle. Moi, j'ai rien à cacher. J'ai rien à cacher. Daniel le répète encore et encore, il n'a rien à voir avec la disparition de sa femme. Pourtant, pour la famille, il en sait beaucoup plus que ce qu'il veut bien dire. Alors ils vont tout tenter pour le faire craquer. Les membres de la famille de Laetitia exercent une véritable surveillance, presque H24, pour voir ce qu'il fabrique, le mari, pour voir ce que fait Daniel.
J'étais habillé en noir, puis voilà, j'étais en face et puis j'étais en train de guetter en fait ces allées et venues pour voir s'il faisait le moindre geste, quoi. Mais non, rien du tout, quoi. Aucune trace de Laetitia et pas la moindre preuve pour étayer leurs soupçons. La famille est désemparée. Mais l'affaire ne va pas s'arrêter là, car de leur côté, dans l'ombre, les enquêteurs ont fait des découvertes stupéfiantes. Souvenez-vous, selon Daniel, le soir du 3 septembre, sa compagne serait brusquement partie en prenant toutes ses affaires, et notamment sa carte bancaire. On demande l'autorisation à monsieur le procureur pour faire des réquisitions, pour savoir si on peut donc vérifier l'utilisation de sa carte bancaire. Les investigations qu'on fait démontrent qu'elle est utilisée le 4 septembre au matin à la station-service de Saint-Étienne-les-Remiremont. Les enquêteurs saisissent donc les images des caméras de vidéosurveillance de la station-service. Et ils vont s'apercevoir que ce n'est pas Laetitia qui fait le plein de sa voiture. Sur l'exploitation de la vidéo, on voit un individu, c'est un homme. Et on voit que c'est monsieur Rudenko qui effectue un paiement avec la carte bancaire de madame de l'Écluse. C'est un tournant dans l'enquête. C'est à ce moment-là que l'enquête vire complètement de bord et se concentre sur lui. Et ce n'est pas le seul élément accablant à l'encontre du compagnon de Laetitia. Car les téléphones de Daniel et de la jeune femme vont parler. Laetitia serait partie en envoyant plusieurs messages à Daniel Rudenko au cœur de la nuit. Les messages sont partis de la même borne, c'est-à-dire que les téléphones étaient sur le même relais téléphonique, c'est-à-dire qu'ils sont proches. On pense qu'il a utilisé le téléphone de madame de l'Écluse et qu'il a fait une conversation avec les deux téléphones. Là, on peut se dire, M. Rudenko a échafaudé un stratagème pour justifier la disparition de madame de l'Écluse. Là, les enquêteurs commencent à se dire il y a un gros problème. Et puis la juge en charge de l'affaire va s'intéresser de plus près aux graves accusations de maltraitance que Daniel Rudenko a portées sur la mère de ses enfants. Les deux filles de 7 et 9 ans vont être entendues par la juge d'instruction. Et voici ce qu'elles déclarent lorsqu'on leur demande de parler de leur maman. C'était une méchante maman? Non. Papa disait aussi que maman nous faisait du mal aux gens, mais c'est pas vrai. Elle jouait avec nous, elle nous emmenait à la piscine, elle dormait avec moi parce que j'avais peur du noir. Les enquêteurs font les vérifications sur cette fameuse question de l'empoisonnement. Tu me racontes comment s'est passé l'empoisonnement? On était au goûter. Il y avait mon papa, moi et ma sœur. Qui vous a servi? C'était papa. Mais tu avais mal au ventre? Non. Pourquoi êtes-vous allé à l'hôpital si vous alliez bien? Je sais pas, c'est papa qui l'a dit. Comment papa savait que vous étiez droguée si vous vous sentiez bien? Je sais pas. À aucun moment, la maman était présente. Les filles, elles, ont passé un goûter très bien. Il n'y a pas eu de problème. Incroyable. Est-ce Daniel Rudenko qui finalement aurait empoisonné lui-même ses filles et fait porter le chapeau à sa femme? La réponse, les gendarmes vont l'obtenir à l'hôpital et elle est sidérante. En vérifiant de plus près, on s'aperçoit qu'il n'y avait pas de benzodiazépine dans les urines de cet enfant, qu'elle n'a donc jamais été empoisonnée. Le médecin qui a rendu le certificat médical en mentionnant les traces de médicaments dans les urines s'est trompé. On a un faux positif, c'est-à-dire que l'analyse était négative, mais le certificat disait qu'elle était positive. C'est grâce à cette erreur matérielle que Rudenko va avoir la chance extraordinaire d'avoir à sa disposition la preuve de quelque chose qu'il venait d'inventer de toutes pièces. Et là c'est le jackpot pour Rudenko. Ça, c'est le couronnement de sa stratégie.
Et le destin vient l'aider. Et c'est totalement effarant. On sait maintenant que toute cette histoire d'empoisonnement n'a jamais existé et qu'elle est montée de toutes pièces par Daniel Rudenko. En fait, il salit ma sœur, quoi. Il l'a salie, c'est le mot, hein, c'est la salir, quoi. La faire passer pour la mauvaise mère. Rien n'était vrai. L'opportuniste aurait donc tout inventé. Pour les gendarmes, la messe est dite. C'est lui, on a la quasi-certitude que c'est lui. C'est ce qui est arrivé à Madame de l'Écluse. Notre sentiment est que Madame de l'Écluse est malheureusement décédée. On décide donc d'aller interpeller Monsieur Rudenko à son domicile. Le 30 septembre 2014, 26 jours après la disparition de Laetitia, les gendarmes décident de placer Daniel Rudenko en garde à vue. Il retourne chez lui, mais cette fois-ci avec des chiens. On l'informe qu'on va procéder à une perquisition dans la maison. On a le concours d'une équipe cynophile spécialisée en recherche de restes humains. Et aussitôt le chien prend la direction de la cave. Monsieur Rudenko remarque le chien et là, fait un malaise. Et à ce moment-là, dans la cave, le chien marque un temps d'arrêt au niveau d'un meuble. Quand on dégage ce meuble, c'est une odeur de mort. Il y a une odeur insupportable dans la cave et après qui se répand dans toute la maison. Les gendarmes ne le savent pas encore, mais ce qu'ils vont découvrir dans cette cave, ils ne l'oublieront jamais. On retire entre 5 et 10 cm de terre et là apparaissent des sacs poubelles enchevêtrés dans une sorte de colle agglomérée. À l'ouverture d'un des sacs, on constate la présence d'un corps. Et pour les enquêteurs, l'horreur ne fait que commencer. Les constatations sont dures, quoi. En présence du médecin légiste, on s'aperçoit que Madame de l'Écluse a été tuée. Et une fois qu'elle était morte, on l'a démembrée. Il a découpé Madame de l'Écluse et elle se trouve dans des sacs. Il l'a mis dans des sacs. On n'imagine pas retrouver un corps de cette manière-là. On dépasse l'entendement. Là, on est au paroxysme de l'horreur. Ça reste un monstre, c'est inhumain. Si pour les gendarmes, la macabre découverte est traumatisante, Christian, le voisin et ami de la famille, s'en souvient aussi comme d'un jour noir. C'est mon épouse qui m'appelle et qui me dit que apparemment ça a l'air de bouger sérieusement du côté de la maison. Il y a beaucoup de véhicules de gendarmerie, ils ont tiré un grand drap. Donc là, je me dis qu'effectivement, il y a dû se passer quelque chose. On ne s'imagine pas que toutes les choses comme ça puissent arriver. Allez, à quoi 20 mètres de votre domicile? Ça fait un choc, quoi. Ça fait un choc énorme. Pour Tony, le grand frère, et Jennifer, la petite sœur de Laetitia, l'annonce est atroce. C'est la voisine qui m'a appelé pour me dire on a retrouvé un corps dans la cave enterré avec du béton sur elle. Mais Laetitia, elle est morte, quoi. Il l'a tuée. Elle est à la cave. Et là, je me dis, c'est pas possible, ma soeur, elle est pas morte, c'est pas possible, c'est pas possible. Et... ça, c'est pas juste, quoi. Elle méritait pas ce qu'elle a eu, quoi. Il l'a détruit. On traite même pas un animal comme ça, quoi. Un animal meurt, on fait pas ça, quoi. Aussitôt, le père de famille est mis en examen pour meurtre
et placé en détention provisoire. À Ramonchamp, la terrible nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Jamais le petit village de 2000 âmes n'avait connu un tel drame. Une mère de famille qui disparaît comme ça, c'est toute une ville en émoi. Tout le village de Ramonchamp, s'est réuni dans une marche blanche pour rendre un dernier hommage à Laetitia de l'Écluse. La marche blanche, ça témoigne de l'émotion générale que cette affaire a suscité dans la région. Je pense que tout le monde a mesuré l'horreur et l'a manifesté de cette façon très digne. À l'horreur du crime vient s'ajouter la macabre comédie que Daniel a jouée pendant plus d'1 mois. Pour moi, c'est un manipulateur, c'est un grand manipulateur. Il a manipulé Laetitia, il a manipulé les filles, il nous a manipulés. Il a joué vraiment le mec abattu. Moi, je me suis blessé bien par cet homme, c'est vrai. On ne peut pas se douter d'une chose pareille. Le fait qu'il ait eu l'audace de vivre dans la maison pendant 1 mois et que ma sœur, elle était en morceaux à la cave avec ses propres filles. Mais je sais pas, pour nous, ça, c'est resté, c'est pas passé en fait. C'est le diable en personne, et encore. Pour la famille, restent de multiples interrogations. Que s'est-il passé dans la nuit du 3 au 4 septembre 2014 ? Et pourquoi le père de famille a-t-il froidement éliminé la mère de ses enfants ? Le 13 octobre 2014, Daniel Rudenko est réinterrogé par les enquêteurs. Et l'homme va livrer sa version des faits. Monsieur Rudenko raconte que le soir des faits, Madame de l'Écluse rentre du travail. Ils se disputent dans la buanderie. D'après lui, cette dispute dégénère. Alors qu'il fait son lacet, Madame de l'Écluse prend un couteau. Donc là, Monsieur Rudenko tente de désarmer Madame de l'Écluse qui est menaçante. J'ai mis un coup sans le vouloir. Je ne voulais pas la tuer. C'est un accident. Et selon Daniel Rudenko, elle se serait effondrée et qu'elle serait morte sur le coup. À partir de ce moment-là, il descend Laetitia dans la cave du domicile. Et ensuite, il décide de dissimuler. Seulement voilà. Pour les gendarmes, ce scénario relève plus de la fiction que de la réalité. Et voici pourquoi. Vu son gabarit à lui et son gabarit à elle, il aurait pu la désarmer sans aucune difficulté. Cette femme se serait jamais attaquée au couteau à son colosse de mari. Elle le connaît, elle connaît sa force. Ce type, c'est un type du bâtiment, il fait 2 mètres de haut. Elle ne tient pas une fraction de seconde dans un corps à corps avec lui. Et puis les experts médicaux vont réfuter totalement la version livrée par le père de famille. L'autopsie indique que Madame de l'Écluse est décédée sous l'effet d'un coup de couteau porté au cœur. Il dit « je ne voulais pas la tuer ». Alors déjà, la localisation, c'est quand même étrange. Quand on ne veut pas tuer quelqu'un, on ne frappe pas en plein cœur. Enfin, bien qu'il défende la thèse de l'accident, Daniel Rudenko n'aurait pourtant rien fait pour sauver sa femme. On sait par le légiste qu'elle a une chance de survie qui peut être relativement courte, mais relativement longue aussi. C'est-à-dire que ça peut être une demi-heure, ça peut parfois aller jusqu'à 2-3 heures. Elle n'est pas morte tout de suite. Elle aurait pu être sauvée. Il n'a rien fait. Daniel Rudenko aurait donc froidement exécuté sa compagne. Reste à savoir ce qui a pu motiver un tel geste.
Premier élément. Bien que Daniel Rudenko ne gagne pas un centime, l'enquête va révéler qu'il avait la folie des grandeurs. Son ami Denis en a été témoin. Daniel racontait, il dit « Ah, viens voir mon titi, ce que j'ai acheté ». Et puis il avait acheté un dernier cri d'écran plat. Laetitia avait dit « Je ne veux même pas savoir comment il l'a payé ». La famille ne vit plus qu'avec le salaire de Laetitia. Son salaire s'élève à 1 400 €. Leurs dépenses s'élèvent à 2 400 € par mois. Alors forcément Laetitia n'arrive plus à joindre les deux bouts. D'autant que les enquêteurs vont découvrir un autre visage de Daniel Rudenko. À cela s'ajoute une face cachée de Daniel Rudenko que peu de gens connaissent, un certain amour pour le jeu. Donc la fréquentation des casinos, qui n'est pas bonne quand on a déjà une santé financière agile. On a pu constater que monsieur Rudenko avait dépensé plus de 24 000 € en 10 mois au casino. Daniel est prêt à tout. Pour avoir de l'argent, il va même aller jusqu'à contracter des crédits à la consommation en imitant la signature de sa femme. Ma sœur Laetitia, un matin, elle avait eu quelqu'un à sa porte et c'était un huissier de justice. Parce qu'elle dit « Mais j'ai jamais fait de crédit ». Il me dit « Si, vous avez fait un crédit ». En fait, c'était Daniel qui avait fait un crédit en son nom. Et comme si cela ne suffisait pas, Daniel Rudenko va même jusqu'à se servir sur le compte épargne de ses propres filles. Il a pris les 6 000 € des filles. Le jour où elle a appris que Daniel a vidé les comptes de ses filles, là, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Là, c'était terminé. Le puzzle prend forme. Et pour les enquêteurs, voici l'incroyable récit du crime qui a coûté la vie à la jeune maman de 38 ans. L'histoire d'un manipulateur sans aucun scrupule. Tout commence la veille du crime. Il est 3 h du matin. Laetitia dort à point fermé lorsque son compagnon découvre que son départ est imminent. Laetitia se protège, elle cache ses affaires, elle cache ses papiers, elle cache tout dans la voiture. Il va ouvrir la voiture, fouiller la voiture, découvrir des documents qui l'intéressent au plus haut point parce qu'il s'agit d'un bail. Les papiers du bail qu'elle devait obtenir pour le nouvel appartement à compter du 1er octobre. Il a la preuve sur papier qu'elle va le quitter, qu'elle a trouvé un appartement et qu'elle va partir avec ses filles. Et pour lui, c'est la fin des haricots. Avec le départ de sa compagne, Daniel n'avait donc plus un centime. Et ce n'est pas tout. Avec le recul, son ami Christian en est persuadé. Jamais le père de famille n'aurait accepté que Laetitia parte avec ses filles. Un jour, il nous a regardé, il nous a dit « Mais de toute façon, si elle part, jamais, jamais, jamais elle n'aura les filles. » Il avait un regard noir. Et c'est vrai que quand il nous a dit ça, c'était sur un ton méchant. Il était menaçant. Si elle partait, il n'avait plus rien. Il perdait tout, sa maison, ses filles. Daniel ne décolère pas. Dès le lendemain, il va attendre que sa femme rentre du travail pour avoir des explications. La suite, c'est le meurtrier en personne qui va la montrer aux enquêteurs lors de la reconstitution. Ce dont on est sûr, c'est qu'il a pris un couteau et qu'il l'a planté dans le corps de Laetitia. Ça, c'est la seule certitude que nous ayons. Que ce se soit passé dans un contexte de dispute ou pas de dispute, on ne sait pas s'il est sincère quand il dit ça. Daniel Rudenko va ensuite mettre en place un incroyable stratagème. Faire croire que Laetitia est partie volontairement en abandonnant toute sa famille. Il la prend dans ses bras, il la transporte à la cave. Il va la dissimuler dans une bâche derrière des planches de manière à ce qu'on ne la voie pas. Il remonte, nettoie le sol de la buanderie. Il prend toutes ses affaires, les affaires de toilette, ses vêtements. Il va les cacher dans la maison. Alors qu'il vient de tuer Laetitia, eh bien, il passe la nuit à confectionner ces faux messages.
Comble du cynisme, le père attentionné va montrer à ses filles les messages qu'il a lui-même écrits et qui prouveraient que la maman a tenté de les tuer avant de les abandonner. Il leur dit, vous voyez, maman, c'est une mauvaise maman, elle vous a empoisonné, hein. Il met en avant les messages devant les filles. Il va détruire cette image de la mère dans le cœur de ses filles. Mais c'est monstrueux. Le scénario machiavélique de Daniel Rudenko fonctionne à merveille, d'autant que la chance va quelque peu sourire au meurtrier. Le 4 septembre, les gendarmes vont aller faire une visite domiciliaire dans cette maison, cette grande maison bleue. Rudenko, avec un sang-froid extraordinaire, va leur faire visiter la maison, alors qu'il sait parfaitement que la cave contient le corps de sa femme. On n'a pas tout retourné, hein. Ça reste une visite, c'est pas une perquisition, on démonte tout, on déplace tout. Le fait que cette vérification s'avère négative a peut-être renforcé une sorte de sentiment d'impunité de la part de M. Rudenko. Vous voyez, vous êtes venu, vous n'avez rien trouvé. Elle est partie. L'homme se sent désormais intouchable, mais reste pour lui un problème de taille. Comment se débarrasser définitivement du corps de sa femme? Daniel a bien sa petite idée. 3 jours après son crime, il va cacher le corps de Laetitia dans un endroit où il pense qu'on ne la retrouvera jamais. Il enterre Madame de Lecluse dans la cave. Il se dit, voilà, puisqu'ils sont venus déjà 2 fois à la maison, puisqu'ils n'ont rien trouvé à la maison, je suis sûr qu'ils ne trouveront pas. Bon bah voilà, ils sont venus, je suis tranquille, je vais pouvoir la mettre là. Il a creusé un trou dans la cave pour ne pas attirer l'attention, donc il aurait creusé à la petite cuillère parce qu'il avait les filles qui dormaient dans leur chambre. Mais il va pas creuser plus de 30 cm, un trou qui est trop petit, et c'est la raison pour laquelle, explique-t-il, il va être obligé de découper le corps avec un couteau qu'il trouve dans la cuisine. Quand on lui pose la question pourquoi cette horreur? Pourquoi avoir démembré le cadavre de Laetitia? Il nous répond le trou était trop petit. Donc j'y ai adapté. Au final, si les enquêteurs n'avaient pas découvert le corps de Laetitia, il y a fort à parier que Daniel Rudenko aurait continué à vivre en toute impunité avec son terrible secret. Je pense qu'il aurait pu tenir beaucoup plus longtemps. Rudenko, il était parti pour tenir une vie entière. Hein. Et au fond de moi, je suis convaincu qu'il ne l'aurait jamais déplacé. Pour Rudenko, l'essentiel était que Laetitia ne puisse pas partir. Et il a réussi, elle n'est pas partie. Le 20 juin 2017, 3 ans après les faits, s'ouvre le procès de Daniel Rudenko devant la cour d'assises d'Épinal. Pour la famille de Laetitia, c'est la dernière chance d'obtenir des réponses. Ce qui était important pour la famille, c'était qu'on dise clairement que c'était un meurtre. Puis quelque part, c'était qu'on reconnaisse que Laetitia était une bonne mère. Nous, on est là pour avoir la vérité. Dis-moi pourquoi et comment, pourquoi t'as fait ça, quoi. À l'ouverture de son procès, Daniel Rudenko va reconnaître les faits, mais une partie seulement. Dès le premier jour du procès, Daniel dit à la cour d'assises « C'est moi qui ai envoyé des SMS. Laetitia, je me suis fait cette idée, mais visiblement, elle n'était pas maltraitante. » Daniel va dire tout cela. Seulement lorsqu'il s'agit d'expliquer son crime, l'accusé campe sur ses positions. C'est un accident, parce que pour lui, il n'a jamais voulu la mort de Laetitia. Il n'a même pas eu les tripes d'avouer son geste, quoi. C'est pas un bonhomme. Par contre, c'était un bonhomme pour découper ma soeur, quoi. J'essayais de regarder droit dans les yeux, mais il regardait pas droit dans les yeux. Il avait toujours la tête baissée, avec son petit mouchoir à papier, parce qu'il y avait 2-3 larmes qui coulaient. C'est quelqu'un qui a continué jusqu'au bout à essayer de manipuler, en tout cas à gérer sa défense au mieux de ses intérêts. Calculateur et manipulateur.